Les Chouans de Honoré de Balzac, partie 3. Le citoyen du Goy Saint-Cyr est-il ici ? Dit un paysan en entrant. Que lui veux-tu ? Répondit le jeune homme en s'avançant. Le paysan salua profondément et remit une lettre que le jeune élève jeta dans le feu après l'avoir lue. Pour toute réponse, il inclina la tête et l'homme partit. Tu viens sans doute de Paris, citoyen, dit alors Corentin en s'avançant vers l'étranger avec une certaine aisance de manière, avec un air souple et liant qui parut être insupportable au citoyen du Goy. Oui, répondit-il sèchement. Et tu es sans doute promu à quelque grade dans l'artillerie. Non, citoyen, dans la marine. Ah, tu te rends à Brest ? Demanda Corentin d'un ton insouciant. Mais le jeune marin tourna lestement sur les talons de ses souliers sans vouloir répondre, et démentit bientôt les belles espérances que sa figure avait fait concevoir à mademoiselle de Verneuil. Il s'occupa de son déjeuner avec une légèreté enfantine, questionna le chef et l'hôtesse sur leurs recettes, s'étonna des habitudes de province en parisien arraché à sa coque enchantée, manifesta des répugnances de petite maîtresse et montra enfin d'autant moins de caractère que sa figure et ses manières en annonçaient davantage. Corentin sourit de pitié en lui voyant faire la grimace quand il goûta le meilleur cidre de Normandie. « Pouah !» s'écria-t-il. « Comment pouvez-vous avaler cela, vous autres ? Il y a dedans à boire et à manger. La République a bien raison de se défier d'une province où l'on vendange à coups de Gaulle et où l'on fusille sournoisement les voyageurs sur les routes. N'allez pas nous mettre sur la table une carafe de cette médecine-là, mais de bon vin de Bordeaux blanc et rouge. Allez voir surtout s'il y a un bon feu là-haut. Ces gens-là m'ont l'air être bien retardés en fait de civilisation. » Ah, reprit-il en soupirant, il n'y a qu'un Paris au monde, et c'est grand dommage qu'on ne puisse pas l'emmener en mer. Comment, gâte sauce, dit-il au chef, tu mets du vinaigre dans cette fricassée de poulet quand tu as là des citrons. Quant à vous, madame l'hôtesse, vous m'avez donné des draps si gros que je n'ai pas fermé l'œil pendant cette nuit. Puis il se mit à jouer avec une grosse canne en exécutant avec un soin puéril des évolutions dont le plus ou le moins de fini et d'habileté annonçait le degré plus ou moins honorable qu'un jeune homme occupait dans la classe des incroyables. « Et c'est avec des muscadins comme ça, dit confidentiellement Corentin à l'hôte en épiant le visage, qu'on espère relever la marine de la République. » Cet homme-là, disait le jeune marin à l'oreille de l'hôtesse, est quelque espion de Fouché. Il a la police gravée sur la figure, et je jurerais que la tache qu'il conserve au menton est de la boue de Paris. Mais à bon chat, bon. En ce moment, une dame, vers laquelle le marin s'élança avec tous les signes d'un respect extérieur, entra dans la cuisine de l'auberge. « Ma chère maman, lui dit-il, arrivez donc. Je crois avoir, en votre absence, recruté des convives. »« Des convives » lui répondit-elle. « Quelle folie !»« C'est mademoiselle de Verneuil, » reprit-il à voix basse. « Elle a péri sur l'échafaud après l'affaire de Savenay. Elle était venue au Mans pour sauver son frère le prince de Loudon, » lui dit brusquement sa mère. « Vous vous trompez, madame, » reprit avec douceur Corentin en appuyant sur le mot « madame ». Il y a 2 demoiselles de Verneuil. Les grandes maisons ont toujours plusieurs branches. L'étrangère, surprise de cette familiarité, se recula de quelques pas comme pour examiner cet interlocuteur inattendu. Elle arrêta sur lui ses yeux noirs pleins de cette vive sagacité si naturelle aux femmes, et parut chercher dans quel intérêt il venait affirmer l'existence de mademoiselle de Verneuil. En même temps, Corentin, qui étudiait cette dame à la dérobée, la destitua de tous les plaisirs de la maternité pour lui accorder ceux de l'amour. Il refusa galamment le bonheur d'avoir un fils de 20 ans à une femme dont la peau éblouissante, les sourcils arqués, encore bien fournis, les cils peu dégarnis, furent l'objet de son admiration, et dont les abondants cheveux noirs séparés en 2 bandeaux sur le front faisaient ressortir la jeunesse d'une tête spirituelle. Les faibles rides du front, loin d'annoncer les années, trahissaient des passions jeunes. Enfin, si les yeux perçants étaient un peu voilés,
On ne savait si cette altération venait de la fatigue du voyage ou de la trop fréquente expression du plaisir. Enfin, Corentin remarqua que l'inconnu était enveloppé dans une mante d'étoffe anglaise, et que la forme de son chapeau, sans doute étrangère, n'appartenait à aucune des modes dites à la grecque qui régissent encore les toilettes parisiennes. Corentin était un de ces êtres portés par leur caractère à toujours soupçonner le mal plutôt que le bien, et il conçut à l'instant des doutes sur le civisme des deux voyageurs. De son côté, la dame, qui avait aussi fait avec une égale rapidité ses observations sur la personne de Corentin, se tourna vers son fils avec un air significatif assez fidèlement traduit par ces mots. « Quel est cet original-là ? Est-il de notre bord ?» À cette mentale interrogation, le jeune marin répondit par une attitude, par un regard et par un geste de main qui disait « Je n'en sais, ma foi, rien, et il m'est encore plus suspect qu'à vous. » Puis, laissant à sa mère le soin de deviner ce mystère, il se tourna vers l'hôtesse, à laquelle il dit à l'oreille « Tâchez donc de savoir ce qu'est ce drôle-là, s'il accompagne effectivement cette demoiselle, et pourquoi. » Ainsi, dit madame Dugois en regardant Corentin, « Tu es sûr, citoyen, que mademoiselle de Verneuil existe ?»« Elle existe aussi certainement en chair et en os, madame, que le citoyen Dugois Saint-Cyr. » Cette réponse renfermait une profonde ironie, dont le secret n'était connu que de la dame, et tout autre qu'elle en aurait été déconcerté. Son fils regarda tout à coup fixement Corentin, qui tirait froidement sa montre, sans paraître se douter du trouble que produisait sa réponse. La dame, inquiète et curieuse de savoir sur-le-champ si cette phrase couvrait une perfidie, ou si elle était seulement l'effet du hasard, dit à Corentin de l'air le plus naturel. « Mon Dieu, combien les routes sont peu sûres. Nous avons été attaqués au-delà de Mortagne par les Chouans. Mon fils a manqué de rester sur la place. Il a reçu 2 balles dans son chapeau en me défendant. »« Comment, madame, vous étiez dans le courrier que les brigands ont dévalisé malgré l'escorte et qui vient de nous amener ? Vous devez connaître alors la voiture. On m'a dit à mon passage à Mortagne que les Chouans s'étaient trouvés au nombre de 2000 à l'attaque de la Malle et que tout le monde avait péri, même les voyageurs. » Voilà comme on écrit l'histoire. Le ton musard que prit Corentin et son air niais le firent en ce moment ressembler à un habitué de la petite Provence qui reconnaîtrait avec douleur la fausseté d'une nouvelle politique. « Hélas, madame, continua-t-il, si l'on assassine les voyageurs si près de Paris, jugez combien les routes de la Bretagne vont être dangereuses. Ma foi, je vais retourner à Paris sans vouloir aller plus loin. » « Mademoiselle de Verneuil est-elle belle et jeune ?» demanda la dame frappée d'une idée soudaine et s'adressant à l'hôtesse. En ce moment, l'hôte interrompit cette conversation dont l'intérêt avait quelque chose de cruel pour ces 3 personnages en annonçant que le déjeuner était servi. Le jeune marin offrit la main à sa mère avec une fausse familiarité qui confirma les soupçons de Corentin, auquel il dit tout haut en se dirigeant vers l'escalier. « Citoyen, si tu accompagnes la citoyenne Verneuil et qu'elle accepte la proposition de l'hôte, ne te gêne pas. » Quoique ces paroles fussent prononcées d'un ton leste et peu engageant, Corentin monta. Le jeune homme serra vivement la main de la dame, et quand ils furent séparés du Parisien par 7 à 8 marches, « Voilà, dit-il à voix basse, à quel danger sans gloire nous exposent vos imprudentes entreprises. Si nous sommes découverts, comment pourrons-nous échapper? Et quel rôle me faites-vous jouer? » Tous 3 arrivèrent dans une chambre assez vaste. Il ne fallait pas avoir beaucoup cheminé dans l'ouest pour reconnaître que l'aubergiste avait prodigué pour recevoir ses hôtes tous ses trésors et un luxe peu ordinaire. La table était soigneusement servie. La chaleur d'un grand feu avait chassé l'humidité de l'appartement. Enfin, le linge, les sièges, la vaisselle n'étaient pas trop mal propres. Aussi Corentin s'aperçut-il que l'aubergiste s'était, pour nous servir d'une expression populaire, mis en 4
afin de plaire aux étrangers. Donc, se dit-il, ces gens ne sont pas ce qu'ils veulent paraître. Ce petit jeune homme est rusé. Je le prenais pour un sot, mais maintenant je le crois aussi fin que je puis l'être moi-même. Le jeune marin, sa mère et Corentin attendirent mademoiselle de Verneuil que l'hôte alla prévenir. Mais la belle voyageuse ne parut pas. L'élève de l'école polytechnique se douta bien qu'elle devait faire des difficultés. Il sortit en fredonnant « Veillons au salut de l'Empire » et se dirigea vers la chambre de mademoiselle de Verneuil, dominé par un piquant désir de vaincre ses scrupules et de l'amener avec lui. Peut-être voulait-il résoudre les doutes qui l'agitaient, ou peut-être essayer sur cet inconnu le pouvoir que tout homme a la prétention d'exercer sur une jolie femme. « Si cela un républicain, se dit Corentin en le voyant sortir, je veux être pendu. Il a dans les épaules le mouvement des gens de cour. Et si c'est là sa mère, se dit-il encore en regardant madame Dugois, je suis le pape. Je tiens des chouans. Assurons-nous de leur qualité. La porte s'ouvrit bientôt, et le jeune marin parut en tenant par la main mademoiselle de Verneuil, qu'il conduisit à table avec une suffisance pleine de courtoisie. L'heure qui venait de s'écouler n'avait pas été perdue pour le diable. Aidée par Francine, mademoiselle de Verneuil s'était armée d'une toilette de voyage plus redoutable peut-être que ne l'est une parure de bal. Sa simplicité avait cet attrait qui procède de l'art avec lequel une femme, assez belle pour se passer d'ornements, sait réduire la toilette à n'être plus qu'un agrément secondaire. Elle portait une robe verte, dont la jolie coupe, dont le Spencer orné de brandebourgs dessinait ses formes avec une affectation peu convenable à une jeune fille, et laissait voir sa taille souple, son corsage élégant et ses gracieux mouvements. Elle entra en souriant, avec cette aménité naturelle aux femmes qui peuvent montrer dans une bouche rose des dents bien rangées, aussi transparentes que la porcelaine, et sur leurs joues, 2 fossettes aussi fraîches que celles d'un enfant. Ayant quitté la capote qui l'avait d'abord presque dérobée au regard du jeune marin, elle put employer aisément les 1000 petits artifices, si naïfs en apparence, par lesquels une femme fait ressortir et admirer toutes les beautés de son visage et les grâces de sa tête. Un certain accord entre ses manières et sa toilette la rajeunissait si bien que madame Dugois se crut libérale en lui donnant 20 ans. La coquetterie de cette toilette, évidemment faite pour plaire, devait inspirer de l'espoir au jeune homme. Mais mademoiselle de Verneuil le salua par une molle inclinaison de la tête, sans le regarder, et parut l'abandonner avec une folâtre insouciance qui le déconcerta. Cette réserve n'annonçait aux yeux des étrangers ni précaution ni coquetterie, mais une indifférence naturelle ou feinte. L'expression candide que la voyageuse sut donner à son visage le rendit impénétrable. Elle ne laissa paraître aucune préméditation de triomphe et sembla douée de ces jolies petites manières qui séduisent et qui avaient dupé déjà l'amour-propre du jeune marin. Aussi l'inconnu regagna-t-il sa place avec une sorte de dépit. Mademoiselle de Verneuil prit Francine par la main et s'adressant à madame Dugois. « Madame, lui dit-elle d'une voix caressante, auriez-vous la bonté de permettre que cette fille, en qui je vois plutôt une amie qu'une servante, dîne avec nous? Dans ces temps d'orage, le dévouement ne peut se payer que par le cœur, et d'ailleurs, n'est-ce pas tout ce qui nous reste ?» Madame Dugois répondit à cette dernière phrase, prononcée à voix basse, par une demi-révérence un peu cérémonieuse qui révélait son désappointement de rencontrer une femme si jolie. Puis, se penchant à l'oreille de son fils, « Oh, temps d'orage! Dévouement! Madame est la servante, dit-elle. Ce ne doit pas être mademoiselle de Verneuil, mais une fille envoyée par Fouché. » Les convives allaient s'asseoir, lorsque mademoiselle de Verneuil aperçut Corentin,
qui continuait de soumettre à une sévère analyse les deux inconnus, assez inquiets de ses regards. « Citoyen, lui dit-elle, tu es sans doute trop bien élevé pour suivre ainsi mes pas. En envoyant mes parents à l'échafaud, la République n'a pas eu la magnanimité de me donner de tuteur. Si, par une galanterie chevaleresque, inouïe, tu m'as accompagné malgré moi, et là elle laissa échapper un soupir. Je suis décidée à ne pas souffrir que les soins protecteurs dont tu es si prodigue aillent jusqu'à te causer de la gêne. Je suis en sûreté ici. Tu peux m'y laisser. » Elle lui lança un regard fixe et méprisant. Elle fut comprise. Corentin réprima un sourire qui fronçait presque les coins de ses lèvres rusées, et la salua d'une manière respectueuse. « Citoyenne, dit-il, je me ferai toujours un honneur de t'obéir. La beauté est la seule reine qu'un vrai républicain puisse volontiers servir. » En le voyant partir, les yeux de mademoiselle de Verneuil brillèrent d'une joie si naïve. Elle regarda Francine avec un sourire d'intelligence empreint de tant de bonheur, que madame Dugois, devenue prudente en devenant jalouse, se sentit disposée à abandonner les soupçons que la parfaite beauté de mademoiselle de Verneuil venait de lui faire concevoir. « C'est peut-être mademoiselle de Verneuil, dit-elle à l'oreille de son fils. « Et l'escorte, lui répondit le jeune homme, que le dépit rendait sage. Est-elle prisonnière ou protégée? Amie ou ennemie du gouvernement? Madame Dugois cligna des yeux comme pour dire qu'elle saurait bien éclaircir ce mystère. Cependant, le départ de Corentin sembla tempérer la défiance du marin, dont la figure perdit son expression sévère, et il jeta sur mademoiselle de Verneuil des regards où se révélait un amour immodéré des femmes et non la respectueuse ardeur d'une passion naissante. La jeune fille n'en devint que plus circonspecte et réserva ses paroles affectueuses pour madame Dugois. Le jeune homme, se fâchant à lui tout seul, essaya, dans son amer dépit, de jouer aussi l'insensibilité. Mademoiselle de Verneuil ne parut pas s'apercevoir de ce manège et se montra simple sans timidité, réservée sans pruderie. Cette rencontre de personnes qui ne paraissaient pas destinées à se lier n'éveilla donc aucune sympathie bien vive. Il y eut même un embarras vulgaire, une gêne qui détruisirent tout le plaisir que mademoiselle de Verneuil et le jeune marin s'étaient promis un moment auparavant. Mais les femmes ont entre elles un si admirable tact des convenances, des liens si intimes ou de si vifs désirs d'émotion qu'elles savent toujours rompre la glace dans ces occasions. Tout à coup, comme si les deux belles convives eussent eu la même pensée, elles se mirent à plaisanter innocemment leur unique cavalier, et rivalisèrent à son égard de moqueries, d'attentions et de soins. Cette unanimité d'esprit les laissait libres. Un regard ou un mot qui, échappés dans la gêne, ont de la valeur, devenait alors insignifiant. Bref, au bout d'une demi-heure, ces deux femmes, déjà secrètement ennemies, parurent être les meilleures amies du monde. Le jeune marin se surprit alors à en vouloir autant à mademoiselle de Verneuil de sa liberté d'esprit que de sa réserve. Il était tellement contrarié qu'il regrettait avec une sourde colère d'avoir partagé son déjeuner avec elle. « Madame, dit mademoiselle de Verneuil à madame Dugois, monsieur votre fils est-il toujours aussi triste qu'en ce moment ?»« Mademoiselle, répondit-il, je me demandais à quoi sert un bonheur qui va s'enfuir. Le secret de ma tristesse est dans la vivacité de mon plaisir. »« Voilà des madrigaux, reprit-elle en riant, qui sentent plus la cour que l'école polytechnique. »« Il n'a fait qu'exprimer une pensée bien naturelle, mademoiselle, dit madame Dugois, qui avait ses raisons pour apprivoiser l'inconnu. Allons, riez donc, reprit mademoiselle de Verneuil en souriant au jeune homme. Comment êtes-vous donc quand vous pleurez? Si ce qu'il vous plaît d'appeler un bonheur vous attriste ainsi. Ce sourire,
accompagné d'un regard agressif qui détruisit l'harmonie de ce masque de candeur, rendit un peu d'espoir au marin. Mais inspiré par sa nature qui entraîne la femme à toujours faire trop ou trop peu, tantôt mademoiselle de Verneuil semblait s'emparer de ce jeune homme par un coup d'œil où brillaient les fécondes promesses de l'amour, puis, tantôt, elle opposait à ces galantes expressions une modestie froide et sévère, vulgaire manège sous lequel les femmes cachent leurs véritables émotions. Un moment, un seul, où chacun d'eux crut trouver chez l'autre des paupières baissées, ils se communiquèrent leurs véritables pensées, mais ils furent aussi prompts à voiler leurs regards qu'ils l'avaient été à confondre cette lumière qui bouleversa leur cœur en les éclairant. Honteux de s'être dit tant de choses en un seul coup d'œil, ils n'osèrent plus se regarder. Mademoiselle de Verneuil, jalouse de détromper l'inconnu, se renferma dans une froide politesse et parut même attendre la fin du repas avec impatience. « Mademoiselle, vous avez dû bien souffrir en prison » lui demanda madame Dugois. « Hélas, madame, il me semble que je n'ai pas cessé d'y être. »« Votre escorte est-elle destinée à vous protéger, mademoiselle, ou à vous surveiller? Êtes-vous précieuse ou suspecte à la République ?» Mademoiselle de Verneuil comprit instinctivement qu'elle inspirait peu d'intérêt à madame Dugois et s'effaroucha de cette question. « Madame, répondit-elle, je ne sais pas bien précisément quelle est en ce moment la nature de mes relations avec la République. »« Vous la faites peut-être trembler, dit le jeune homme avec un peu d'ironie. »« Pourquoi ne pas respecter les secrets de mademoiselle ?» reprit madame Dugois. « Oh, madame, les secrets d'une jeune personne qui ne connaît encore de la vie que ses malheurs ne sont pas bien curieux. »« Mais, répondit madame Dugois, pour continuer une conversation qui pouvait lui apprendre ce qu'elle voulait savoir, le premier consul paraît avoir des intentions parfaites. Ne va-t-il pas, dit-on, arrêter l'effet des lois contre les émigrés? C'est vrai, madame, dit-elle avec trop de vivacité peut-être. Mais alors, pourquoi soulevons-nous la Vendée et la Bretagne? Pourquoi donc incendier la France? Ce cri généreux, par lequel elle semblait se faire un reproche à elle-même, causa un tressaillement au marin. Il regarda fort attentivement mademoiselle de Verneuil, mais il ne put découvrir sur sa figure ni haine ni amour. Cette peau, dont le coloris attestait la finesse, était impénétrable. Une curiosité invincible l'attacha soudain à cette singulière créature vers laquelle il était attiré déjà par de violents désirs. « Mais, dit-elle en continuant après une pause, « Madame, allez-vous à Mayenne ?»« Oui, mademoiselle, » répondit le jeune homme d'un air interrogateur. « Eh bien, madame, » continua mademoiselle de Verneuil, « puisque monsieur votre fils sert la République… » Elle prononça ces paroles d'un air indifférent en apparence, mais elle jeta sur les deux inconnus un de ces regards furtifs qui n'appartiennent qu'aux femmes et aux diplomates. « Vous devez redouter les chouans, » reprit-elle. « Une escorte n'est pas à dédaigner. Nous sommes devenus presque compagnons de voyage. Venez avec nous jusqu'à Mayenne. » Le fils et la mère hésitèrent et parurent se consulter. « Je ne sais, mademoiselle, » répondit le jeune homme, « s'il est bien prudent de vous avouer que des intérêts d'une haute importance exigent pour cette nuit notre présence aux environs de Fougères, et que nous n'avons pas encore trouvé de moyens de transport. Mais les femmes sont si naturellement généreuses que j'aurais honte de ne pas me confier à vous. Néanmoins, ajouta-t-il, avant de nous remettre entre vos mains, au moins devons-nous savoir si nous pourrons en sortir sains et saufs. Êtes-vous la reine ou l'esclave de votre escorte républicaine? Excusez la franchise d'un jeune marin, mais je ne vois dans votre situation rien de bien naturel. Nous vivons dans un temps, monsieur, où rien de ce qui se passe n'est naturel. Ainsi, vous pouvez accepter sans scrupule, croyez-le bien. Et surtout, ajouta-t-elle en appuyant sur ces paroles,
Vous n'avez à craindre aucune trahison dans une offre faite avec simplicité par une personne qui n'épouse point les haines politiques. Le voyage ainsi fait ne sera pas sans danger, reprit-il, en mettant dans son regard une finesse qui donnait de l'esprit à cette vulgaire réponse. Que craignez-vous donc encore ? Demanda-t-elle avec un sourire moqueur. Je ne vois de péril pour personne. La femme qui parle ainsi est-elle la même dont le regard partageait mes désirs ? Se disait le jeune homme. Quel accent ! Elle me tend quelque piège. En ce moment, le cri clair et perçant d'une chouette, qui semblait perchée sur le sommet de la cheminée, vibra comme un sombre avis. « Qu'est-ce ci ? dit mademoiselle de Verneuil. Notre voyage ne commencera pas sous d'heureux présages. Mais comment se trouve-t-il ici des chouettes qui chantent en plein jour ? demanda-t-elle en faisant un geste de surprise. Cela peut arriver quelquefois, dit le jeune homme froidement. Mademoiselle, reprit-il, nous vous porterions peut-être malheur. N'est-ce pas là votre pensée ? Ne voyageons donc pas ensemble. Ces paroles furent dites avec un calme et une réserve qui surprirent mademoiselle de Verneuil. Monsieur, dit-elle avec une impertinence tout aristocratique, je suis loin de vouloir vous contraindre. Gardons le peu de liberté que nous laisse la République. Si madame était seule, j'insisterais. Les pas pesants d'un militaire retentirent dans le corridor, et le commandant Hulot montra bientôt une mine renfrognée. « Venez ici, mon colonel, dit en souriant mademoiselle de Verneuil, qui lui indiqua de la main une chaise auprès d'elle. Occupons-nous, puisqu'il le faut, des affaires de l'État. Mais riez donc. Qu'avez-vous ? Y a-t-il des chouans ici ? Le commandant était resté béant à l'aspect du jeune inconnu qu'il contemplait avec une singulière attention. « Ma mère, désirez-vous encore du lièvre ? » Mademoiselle, vous ne mangez pas, disait à Francine le marin en s'occupant des convives. Mais la surprise de Hulot à l'attention de mademoiselle de Verneuil avait quelque chose de cruellement sérieux qu'il était dangereux de méconnaître. « Qu'as-tu donc, commandant ? Est-ce que tu me connaîtrais ? reprit brusquement le jeune homme. Peut-être, répondit le républicain. En effet, je crois t'avoir vu venir à l'école. Je ne suis jamais allé à l'école, répliqua brusquement le commandant. Et de quelle école sors-tu donc, toi ? De l'école polytechnique. Ah ah, oui, de cette caserne où l'on veut faire des militaires dans des dortoirs, répondit le commandant, dont l'aversion était insurmontable pour les officiers sortis de cette savante pépinière. Mais dans quel corps sers-tu ? Dans la marine. Ah, dit Hulot en riant avec malice. Connais-tu beaucoup d'élèves de cette école-là, dans la marine ? Il n'en sort, reprit-il d'un accent grave, que des officiers d'artillerie et du génie. Le jeune homme ne se déconcerta pas. J'ai fait exception à cause du nom que je porte, répondit-il. Nous avons tous été marins dans notre famille. Ah, reprit Hulot, quel est donc ton nom de famille, citoyen ? Dugois Saint-Cyr. Tu n'as donc pas été assassiné à Mortagne ? Ah, s'il en est de bien peu fallu, dit vivement madame Dugois. Mon fils a reçu 2 balles. Et as-tu des papiers ? dit Hulot sans écouter la mère. Est-ce que vous voulez les lire ? demanda impertinemment le jeune marin dont l'œil bleu plein de malice étudiait alternativement la sombre figure du commandant et celle de mademoiselle de Verneuil. Un blanc-bec comme toi voudrait-il m'embêter par hasard ? Allons, donne-moi tes papiers, ou sinon, en route. Là, mon brave, je ne suis pas un serin. Ai-je donc besoin de te répondre ? Qui es-tu ? Le commandant du département, reprit Hulot. Oh, alors mon cas peut devenir très grave. Je serai pris les armes à la main. Et il tendit un verre de vin de Bordeaux au commandant. Je n'ai pas soif, répondit Hulot. Allons, voyons, tes papiers.
En ce moment, un bruit d'armes et les pas de quelques soldats ayant retenti dans la rue, Hulot s'approcha de la fenêtre et prit un air satisfait qui fit trembler mademoiselle de Verneuil. Ce signe d'intérêt réchauffa le jeune homme, dont la figure était devenue froide et fière. Après avoir fouillé dans la poche de son habit, il tira d'un élégant portefeuille et offrit au commandant des papiers que Hulot se mit à lire lentement, en comparant le signalement du passeport avec le visage du voyageur suspect. Pendant cet examen, le cri de la chouette recommença. Mais cette fois, il ne fut pas difficile d'y distinguer l'accent et les jeux d'une voix humaine. Le commandant rendit alors au jeune homme les papiers d'un air moqueur. « Tout cela est bel et bon, lui dit-il, mais il faut me suivre au district. Je n'aime pas la musique, moi. » « Pourquoi l'emmenez-vous au district ?» demanda mademoiselle de Verneuil d'une voix altérée. « Ma petite fille, répondit le commandant en faisant sa grimace habituelle, cela ne vous regarde pas. » Irrité du ton, de l'expression du vieux militaire, et plus encore de cette espèce d'humiliation subie devant un homme à qui elle plaisait, mademoiselle de Verneuil se leva, quitta tout à coup l'attitude de candeur et de modestie dans laquelle elle s'était tenue jusqu'alors, son teint s'anima, et ses yeux brillèrent. « Dites-moi, ce jeune homme a-t-il satisfait à tout ce qu'exige la loi ?» s'écria-t-elle doucement, mais avec une sorte de tremblement dans la voix. « Oui, en apparence, » répondit ironiquement Hulot. « Eh bien, j'entends que vous le laissiez tranquille en apparence, » reprit-elle. « Avez-vous peur qu'il ne vous échappe ? Vous allez l'escorter avec moi jusqu'à Mayenne. Il sera dans la malle avec madame sa mère. Pas d'observation, je le veux. »« Eh bien, quoi ?» reprit-elle en voyant Hulot qui se permit de faire sa petite grimace. « Le trouvez-vous encore suspect ?»« Mais un peu, je pense. » « Que voulez-vous donc en faire ?»« Rien, si ce n'est de lui rafraîchir la tête avec un peu de plomb. »« C'est un étourdi, » reprit le commandant avec ironie. « Plaisantez-vous, colonel ?» s'écria mademoiselle de Verneuil. « Allons, camarades, » dit le commandant en faisant un signe de tête au marin. « Allons, dépêchons. » À cette impertinence de Hulot, mademoiselle de Verneuil devint calme et sourit. « N'avancez pas, » dit-elle au jeune homme qu'elle protégea par un geste plein de dignité. « Oh, la belle tête !» dit le marin à l'oreille de sa mère, qui fronça les sourcils. Le dépit et 1000 sentiments irrités mais combattus déployaient alors des beautés nouvelles sur le visage de la Parisienne. Francine, madame Dugois, son fils, s'étaient levés tous. Mademoiselle de Verneuil se plaça vivement entre eux et le commandant qui souriait, et défit lestement 2 brandebourgs de son Spencer. Puis, agissant par suite de cet aveuglement dont les femmes sont saisies lorsqu'on attaque fortement leur amour-propre, mais flattée ou impatiente aussi d'exercer son pouvoir comme un enfant peut l'être d'essayer le nouveau jouet qu'on lui a donné, elle présenta vivement au commandant une lettre ouverte. « Lisez » lui dit-elle avec un sourire sardonique. Elle se retourna vers le jeune homme, à qui, dans l'ivresse du triomphe, elle lança un regard où la malice se mêlait à une expression amoureuse. Chez tous deux, les fronts s'éclaircirent. La joie colora leurs figures agitées, et 1000 pensées contradictoires s'élevèrent dans leurs âmes. Par un seul regard, madame Dugois parut attribuer bien plus à l'amour qu'à la charité la générosité de mademoiselle de Verneuil, et certes, elle avait raison. La jolie voyageuse rougit d'abord et baissa modestement les paupières en devinant tout ce que disait ce regard de femme. Devant cette menaçante accusation, elle releva fièrement la tête et défia tous les yeux. Le commandant, pétrifié, rendit cette lettre contresignée des ministres et qui enjoignait à toutes les autorités d'obéir aux ordres de cette mystérieuse personne.
mais il tira son épée du fourreau, la prit, la cassa sur son genou et jeta les morceaux. « Mademoiselle, vous savez probablement bien ce que vous avez à faire. Mais un républicain a ses idées et sa fierté, dit-il. Je ne sais pas servir là où les belles filles commandent. Le premier consul aura, dès ce soir, ma démission, et d'autres que Hulot vous obéiront. Là où je ne comprends plus, je m'arrête, surtout quand je suis tenu de comprendre. » Il y eut un moment de silence, mais il fut bientôt rompu par la jeune Parisienne qui marcha au commandant, lui tendit la main et lui dit « Colonel, quoique votre barbe soit un peu longue, vous pouvez m'embrasser. Vous êtes un homme. »« Et je m'en flatte, mademoiselle, » répondit-il en déposant assez gauchement un baiser sur la main de cette singulière fille. « Quant à toi, camarade, » ajouta-t-il en menaçant du doigt le jeune homme, « tu en reviens d'une belle. »« Mon commandant, » reprit en riant l'inconnu, « il est temps que la plaisanterie finisse, et si tu le veux, je vais te suivre au district. »« Y viendras-tu avec ton siffleur invisible, marche à terre ?»« Qui marche à terre ?» demanda le marin, avec tous les signes de la surprise la plus vraie. « N'a-t-on pas sifflé tout à l'heure ?»« Eh bien, reprit l'étranger, qu'a de commun ce sifflement et moi, je te le demande. J'ai cru que les soldats que tu avais commandés, pour m'arrêter sans doute, te prévenaient ainsi de leur arrivée. »« Vraiment, tu as cru cela ? » ?»« Eh bon Dieu, oui. Mais bois donc ton verre de vin de Bordeaux, il est délicieux. » Surpris de l'étonnement naturel du marin, de l'incroyable légèreté de ses manières, de la jeunesse de sa figure, que rendaient presque enfantines les boucles de ses cheveux blonds soigneusement frisés, le commandant flottait entre mille soupçons. Il remarqua madame Dugouat, qui essayait de surprendre le secret des regards que son fils jetait à la mademoiselle de Verneuil, et lui demanda brusquement « Votre âge, citoyenne ?» « Hélas, monsieur l'officier, les lois de notre République deviennent bien cruelles. J'ai 38 ans. » « Quand on devrait me fusiller, je n'en croirais rien encore. Marchater est ici. Il a sifflé. Vous êtes des chouans déguisés. Tonnerre de Dieu, je vais faire entièrement cerner et fouiller l'auberge. » En ce moment, un sifflement irrégulier, assez semblable à ceux qu'on avait entendus, et qui partait de la cour de l'auberge, coupa la parole au commandant. Il se précipita fort heureusement dans le corridor, et n'aperçut point la pâleur que ces paroles avaient répandue sur la figure de madame Dugouat. Hulot vit, dans le siffleur, un postillon qui attelait ses chevaux à la malle. Il déposa ses soupçons, tant il lui sembla ridicule que des chouans se hasardassent au milieu d'Alençon, et il devint confus. « Je lui pardonne, mais plus tard il payera cher le moment qu'il nous a fait passer ici, » dit gravement la mère à l'oreille de son fils, au moment où Hulot rentrait dans la chambre. Le brave officier offrait sur sa figure embarrassée l'expression de la lutte que la sévérité de ses devoirs livrait dans son cœur à sa bonté naturelle. Il conserva son air bourru, peut-être parce qu'il croyait alors s'être trompé. Mais il prit le verre de vin de Bordeaux et dit « Camarade, excuse-moi, mais ton école envoie à l'armée des officiers si jeunes. »« Les brigands en ont donc de plus jeunes encore ?» demanda en riant le prétendu marin. « Pour qui preniez-vous donc mon fils ?» reprit madame Dugouat. « Pour le gars, le chef envoyé aux Chouans et aux Vendéens par le cabinet de Londres, et qu'on nomme le marquis de Montauran. » Le commandant épia encore attentivement la figure de ces deux personnages suspects, qui se regardèrent avec cette singulière expression de physionomie que prennent successivement deux ignorants présomptueux et qu'on peut traduire par ce dialogue. « Connais-tu cela ? » ?»« Non, et toi ? » ?»« Connais pas, du tout. » »« Qu'est-ce qu'il nous dit donc là ? » ?»« Il rêve ?» Puis le rire insultant et goguenard de la sottise quand elle croit triompher.
La subite altération des manières et la torpeur de Marie de Verneuil, en entendant prononcer le nom du général royaliste, ne furent sensibles que pour Francine, la seule à qui fussent connues les imperceptibles nuances de cette jeune figure. Tout à fait mis en déroute, le commandant ramassa les 2 morceaux de son épée, regarda mademoiselle de Verneuil, dont la chaleureuse expression avait trouvé le secret d'émouvoir son cœur, et lui dit « Quant à vous, mademoiselle, je ne m'en dédis pas, et demain les tronçons de mon épée parviendront à Bonaparte, à moins que... » « Eh, que me fait Bonaparte, votre République, les Chouans, le roi et le gars !» s'écria-t-elle en réprimant assez mal un emportement de mauvais goût. Des caprices inconnus ou la passion donnèrent à cette figure des couleurs étincelantes, et l'on vit que le monde entier ne devait plus être rien pour cette jeune fille du moment où elle y distinguait une créature. Mais tout à coup, elle rentra dans un calme forcé en se voyant, comme un acteur sublime, l'objet des regards de tous les spectateurs. Le commandant se leva brusquement. Inquiète et agitée, mademoiselle de Verneuil le suivit, l'arrêta dans le corridor et lui demanda d'un ton solennel: « Vous aviez donc de bien fortes raisons de soupçonner ce jeune homme d'être le gars ?»« Tonnerre de Dieu, mademoiselle, le fantassin qui vous accompagne est venu me prévenir que les voyageurs et le courrier avaient été assassinés par les Chouans, ce que je savais. Mais ce que je ne savais pas, c'étaient les noms des voyageurs morts, et ils s'appelaient Dugois-Saint-Cyr. »« Oh, s'il y a du Corentin là-dedans, je ne m'étonne plus de rien !» s'écria-t-elle avec un mouvement de dégoût. Le commandant s'éloigna, sans oser regarder mademoiselle de Verneuil, dont la dangereuse beauté lui troublait déjà le cœur. « Si j'étais resté 2 minutes de plus, j'aurais fait la sottise de reprendre mon épée pour l'escorter, » se disait-il en descendant l'escalier. En voyant le jeune homme les yeux attachés sur la porte par où mademoiselle de Verneuil était sortie, madame Dugois lui dit à l'oreille: « Toujours le même. Vous ne périrez que par la femme. Une poupée vous fait tout oublier. Pourquoi donc avez-vous souffert qu'elle déjeunât avec nous? Qu'est-ce qu'une demoiselle de Verneuil qui accepte le déjeuner de gens inconnus, que les Bleus escortent et qui les désarme avec une lettre mise en réserve comme un billet doux dans son Spencer? C'est une de ces mauvaises créatures à l'aide desquelles Fouché veut s'emparer de vous, et la lettre qu'elle a montrée est donnée pour requérir les Bleus contre vous. »« Eh, madame, répondit le jeune homme d'un ton aigre qui perça le cœur de la dame et la fit pâlir. Sa générosité dément votre supposition. Souvenez-vous bien que l'intérêt seul du roi nous rassemble. Après avoir eu Charette à vos pieds, l'univers ne serait-il donc pas vide pour vous? Ne vivriez-vous déjà plus pour le venger? » La dame resta pensive, et debout comme un homme qui, du rivage, contemple le naufrage de ses trésors et n'en convoite que plus ardemment sa fortune perdue. Mademoiselle de Verneuil rentra. Le jeune marin échangea avec elle un sourire et un regard empreint de douce moquerie. Quelque incertain que parût l'avenir, quelque éphémère que fût leur union, les prophéties de cet espoir n'en étaient que plus caressantes. Quoique rapide, ce regard ne put échapper à l'œil sagace de madame Dugois, qui le comprit. Aussitôt, son front se contracta légèrement, et sa physionomie ne put entièrement cacher de jalouses pensées. Francine observait cette femme. Elle en vit les yeux briller, les joues s'animer. Elle crut apercevoir un esprit infernal animer ce visage en proie à quelque révolution terrible. Mais l'éclair n'est pas plus vif, ni la mort plus prompte que ne le fut cette expression passagère. Madame Dugois reprit son air enjoué, avec un tel aplomb que Francine crut avoir rêvé. Néanmoins, en reconnaissant chez cette femme une violence au moins égale à celle de mademoiselle de Verneuil, elle frémit en prévoyant les terribles chocs qui devaient survenir entre 2 esprits de cette trempe, et frissonna quand elle vit mademoiselle de Verneuil allant vers le jeune officier, lui jetant un de ces regards passionnés qui enivrent,
lui prenant les deux mains, l'attirant à elle et le menant au jour par un geste de coquetterie pleine de malice. « Maintenant, avouez-le-moi, dit-elle, en cherchant à lire dans ses yeux. Vous n'êtes pas le citoyen du Goy Saint-Cyr. Si, mademoiselle. Mais sa mère et lui ont été tués avant-hier. J'en suis désolé, répondit-il en riant. Quoi qu'il en soit, je ne vous en ai pas moins une obligation pour laquelle je vous conserverai toujours une grande reconnaissance, et je voudrais être à même de vous la témoigner. J'ai cru sauver un émigré, mais je vous aime mieux républicain. À ces mots, échappés de ses lèvres comme par étourderie, elle devint confuse. Ses yeux semblèrent rougir, et il n'y eut plus dans sa contenance qu'une délicieuse naïveté de sentiment. Elle quitta mollement les mains de l'officier, poussée non par la honte de les avoir pressées, mais par une pensée trop lourde à porter dans son cœur, et elle le laissa ivre d'espérance. Tout à coup, elle parut s'en vouloir à elle seule de cette liberté, autorisée peut-être par ses fugitives aventures de voyage. Elle reprit son attitude de convention, salua ses deux compagnons de voyage et disparut avec Francine. En arrivant dans leur chambre, Francine se croisa les doigts, retourna les paumes de ses mains en se tordant les bras et contempla sa maîtresse en lui disant « Ah, Marie, combien de choses en peu de temps! Il n'y a que vous pour ces histoires-là. » Mademoiselle de Verneuil bondit et sauta au cou de Francine. « Ah, voilà la vie! Je suis dans le ciel !»« Dans l'enfer, peut-être, » répliqua Francine. « Oh, va pour l'enfer, » reprit mademoiselle de Verneuil, avec gaieté. « Tiens, donne-moi ta main. C'est mon cœur, comme il bat. J'ai la fièvre. Le monde entier est maintenant peu de choses. Combien de fois n'ai-je pas vu cet homme dans mes rêves? Oh, comme sa tête est belle, et quel regard étincelant! Vous aimera-t-il? Demanda d'une voix affaiblie la naïve et simple paysanne, dont le visage s'était empreint de mélancolie. Tu le demandes? Répondit mademoiselle de Verneuil. Mais dites donc, Francine, ajouta-t-elle en se montrant à elle dans une attitude moitié sérieuse, moitié comique. Il serait donc difficile? Oui, mais vous aimera-t-il toujours? Reprit Francine en souriant. Elles se regardèrent un moment comme interdites. Francine de révéler tant d'expérience, Marie d'apercevoir pour la première fois un avenir de bonheur dans la passion. Aussi resta-t-elle comme penchée sur un précipice dont elle aurait voulu sonder la profondeur en attendant le bruit d'une pierre jetée d'abord avec insouciance. « Eh, c'est mon affaire, dit-elle en laissant échapper le geste d'un joueur au désespoir. Je ne plaindrai jamais une femme trahie, elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même de son abandon. Je saurai bien garder, vivant ou mort, l'homme dont le cœur m'aura appartenu. Mais, dit-elle avec surprise et après un moment de silence, d'où te vient tant de science, Francine? Mademoiselle, répondit vivement la paysanne, j'entendais pas dans le corridor. Ah, dit-elle en écoutant, ce n'est pas lui. Mais, reprit-elle, voilà comment tu réponds. Je te comprends. Je t'attendrai ou je te devinerai. Francine avait raison. 3 coups frappés à la porte interrompirent cette conversation. Le capitaine Merle se montra bientôt, après avoir entendu l'invitation d'entrer que lui adressa mademoiselle de Verneuil. En faisant un salut militaire à mademoiselle de Verneuil, le capitaine hasarda de lui jeter une œillade, et tout ébloui par sa beauté, il ne trouva rien autre chose à lui dire que « Mademoiselle, je suis à vos ordres. » « Vous êtes donc devenu mon protecteur par la démission de votre chef de demi-brigade. Votre régiment ne s'appelle-t-il pas ainsi? Mon supérieur est l'adjudant-major Gérard qui m'envoie. Votre commandant a donc bien peur de moi? Demanda-t-elle. Faites excuse, mademoiselle. Hulot n'a pas peur. Mais les femmes, voyez-vous, ce n'est pas son affaire. Et ça l'a chiffonné de trouver son général en cornette.
Cependant, reprit mademoiselle de Verneuil, son devoir était d'obéir à ses supérieurs. J'aime la subordination, je vous en préviens, et ne veux pas qu'on me résiste. Cela serait difficile, répondit Merle. Tenons conseil, reprit mademoiselle de Verneuil. Vous avez ici des troupes fraîches, elles m'accompagneront à Mayenne, où je puis arriver ce soir. Pouvons-nous y trouver de nouveaux soldats pour en repartir sans nous y arrêter? Les Chouans ignorent notre petite expédition. En voyageant ainsi nuitamment, nous aurions bien du malheur si nous les rencontrions en assez grand nombre pour être attaqués. Voyons, dites, croyez-vous que ce soit possible? Oui, mademoiselle. Comment est le chemin de Mayenne à Fougères? Rude. Il faut toujours monter et descendre. Un vrai pays d'écureuils. Partons, partons, dit-elle. Et comme nous n'avons pas de danger à redouter en sortant d'Alençon, allez en avant. Nous vous rejoindrons bien. On dirait qu'elle a 10 ans de grade, se dit Merle en sortant. Hulot se trompe. Cette jeune fille-là n'est pas de celles qui se font des rentes avec un lit de plumes. Et 1000 cartouches si le capitaine Merle veut devenir adjudant-major. Je ne lui conseille pas de prendre Saint-Michel pour le diable. Pendant la conférence de mademoiselle de Verneuil avec le capitaine, Francine était sortie dans l'intention d'examiner par une fenêtre du corridor un point de la cour vers lequel une irrésistible curiosité l'entraînait depuis son arrivée dans l'auberge. Elle contemplait la paille de l'écurie avec une attention si profonde qu'on l'aurait pu croire en prière devant une bonne vierge. Bientôt, elle aperçut madame Dugois se dirigeant vers marche à terre avec les précautions d'un chat qui ne veut pas se mouiller les pattes. En voyant cette dame, le Chouan se leva et garda devant elle l'attitude du plus profond respect. Cette étrange circonstance éveilla la curiosité de Francine, qui s'élança dans la cour, se glissa le long des murs de manière à ne point être vue par madame Dugois, et tâcha de se cacher derrière la porte de l'écurie. Elle marcha sur la pointe du pied, retint son haleine, évita de faire le moindre bruit, et réussit à se poser près de marche à terre sans avoir excité son attention. Et si, après toutes ces informations, disait l'inconnu au Chouan, ce n'est pas son nom, tu tireras dessus sans pitié, comme sur une chienne enragée. Entendu, répondit marche à terre. La dame s'éloigna. Le Chouan remit son bonnet de laine rouge sur la tête, resta debout, et se grattait l'oreille à la manière des gens embarrassés lorsqu'il vit Francine lui apparaître comme par magie. « Sainte-Anne d'Auray !» s'écria-t-il. Tout à coup, il laissa tomber son fouet, joignit les mains et demeura en extase. Une faible rougeur illumina son visage grossier, et ses yeux brillèrent comme des diamants perdus dans de la fange. « Est-ce bien la garce à Cotin ?» dit-il d'une voix si sourde que lui seul pouvait s'entendre. « Êtes-vous Gaudenne ?» reprit-il après une pause. Ce mot assez bizarre de Gaudin, Gaudenne est un superlatif du patois de ces contrées qui sert aux amoureux à exprimer l'accord d'une riche toilette et de la beauté. « Je n'oserais point vous toucher, » ajouta marche à terre en avançant néanmoins sa large main vers Francine, comme pour s'assurer du poids d'une grosse chaîne d'or qui tournait autour de son cou et descendait jusqu'à sa taille. « Et vous feriez bien, Pierre, » répondit Francine, inspirée par cet instinct de la femme qui la rend despote quand elle n'est pas opprimée. Elle se recula avec hauteur après avoir joui de la surprise du Chouan, mais elle compensa la dureté de ses paroles par un regard plein de douceur, et se rapprocha de lui. « Pierre, » reprit-elle, « cette dame-là te parlait de la jeune demoiselle que je sers, n'est-ce pas ?» Marche à terre resta muet, et sa figure lutta comme l'aurore entre les ténèbres et la lumière. Il regarda tour à tour Francine, le gros fouet qu'il avait laissé tomber, et la chaîne d'or qui paraissait exercer sur lui
des séductions aussi puissantes que le visage de la Bretonne. Puis, comme pour mettre un terme à son inquiétude, il ramassa son fouet et garda le silence. « Oh, il n'est pas difficile de deviner que cette dame t'a ordonné de tuer ma maîtresse, » reprit Francine, qui connaissait la discrète fidélité du gars et qui voulut en dissiper les scrupules. Marchater baissa la tête d'une manière significative. Pour la garce à Cotin, ce fut une réponse. « Eh bien, Pierre, s'il lui arrive le moindre malheur, si un seul cheveu de sa tête est arraché, nous nous serons vus ici pour la dernière fois et pour l'éternité, car je serai dans le paradis, moi, et toi, tu iras en enfer. » Le possédé que l'Église allait jadis exorciser en grande pompe n'était pas plus agité que Marchater ne le fut sous cette prédiction prononcée avec une croyance qui lui donnait une sorte de certitude. Ses regards, d'abord empreints d'une tendresse sauvage, puis combattus par les devoirs d'un fanatisme aussi exigeant que celui de l'amour, devinrent tout à coup farouches quand il aperçut l'air impérieux de l'innocente maîtresse qu'il s'était jadis donné. Francine interpréta le silence du chouan à sa manière. « Tu ne veux donc rien faire pour moi ?» lui dit-elle d'un ton de reproche. À ces mots, le chouan jeta sur sa maîtresse un coup d'œil aussi noir que l'aile d'un corbeau. « Es-tu libre ?» demanda-t-il par un grognement que Francine seule pouvait entendre. « Serais-je là ?» répondit-elle avec indignation. « Mais toi, que fais-tu ici ? Tu chouanes encore ? Tu cours par les chemins comme une bête enragée qui cherche à mordre ? Oh, Pierre, si tu étais sage, tu viendrais avec moi. Cette belle demoiselle qui, je puis te le dire, a été jadis nourrie chez nous, a eu soin de moi. J'ai maintenant 200 livres de bonne rente. Enfin, mademoiselle m'a acheté pour 500 écus la grande maison à mon oncle Thomas, et j'ai 2000 livres d'économie. » Mais son sourire et l'énumération de ses trésors échouèrent devant l'impénétrable expression de Marchater. « Les recteurs ont dit de se mettre en guerre, » répondit-il. « Chaque bleu jeté par terre vaut une indulgence. »« Mais les bleus te tueront peut-être. » Il répondit en laissant aller ses bras comme pour regretter la modicité de l'offrande qu'il faisait à Dieu et au roi. « Et que deviendrai-je, moi ?» demanda douloureusement la jeune fille. Marchater regarda Francine avec stupidité. Ses yeux semblèrent s'agrandir. Il s'en échappa 2 larmes qui roulèrent parallèlement de ses joues velues sur les peaux de chèvre dont il était couvert, et un sourd gémissement sortit de sa poitrine. « Sainte Anne d'Auray, Pierre, voilà donc tout ce que tu me diras après une séparation de 7 ans. Tu as bien changé. »« Je t'aime toujours, » répondit le chouan d'une voix brusque. « Non, » lui dit-elle à l'oreille, « le roi passe avant moi. »« Si tu me regardes ainsi, » reprit-il, « je m'en vais. »« Eh bien, adieu, » reprit-elle avec tristesse. « Adieu, » répéta Marchater. Il saisit la main de Francine, la serra, la baisa, fit un signe de croix et se sauva dans l'écurie comme un chien qui vient de dérober un os. « Pilmiche, » dit-il à son camarade, « je n'y vois goutte. As-tu ta chinchoire ?»« Oh, crébleu ! La belle chaîne !» répondit Pilmiche en fouillant dans une poche pratiquée sous sa peau de bique. Il tendit à Marchater ce petit cône en corne de bœuf dans lequel les Bretons mettent le tabac fin qu'ils lévigent, eux-mêmes, pendant les longues soirées d'hiver. Le chouan leva le pouce de manière à former dans son poignet gauche ce creux où les invalides se mesurent leur prise de tabac. Il y secoua fortement la chinchoire dont la pointe avait été dévissée par Pilmiche. Une poussière impalpable tomba lentement par le petit trou qui terminait le cône de ce meuble breton. Marchater recommença 7 ou 8 fois ce manège silencieux
comme si cette poudre eût possédé le pouvoir de changer la nature de ses pensées. Tout à coup, il laissa échapper un geste désespéré, jeta la chinchoire à Pilmiche et ramassa une carabine cachée dans la paille. « 7 à 8 chinchés comme ça de suite, ça ne vaut rien, » dit l'avare Pilmiche. « En route !» s'écria Marchater d'une voix rauque. « Nous avons de la besogne. » Une trentaine de chouans qui dormaient sous les râteliers et dans la paille levèrent la tête, virent Marchater debout et disparurent aussitôt par une porte qui donnait sur des jardins et d'où l'on pouvait gagner les champs. Lorsque Francine sortit de l'écurie, elle trouva la malle en état de partir. Mademoiselle de Verneuil et ses 2 compagnons de voyage y étaient déjà montés. La Bretonne frémit en voyant sa maîtresse au fond de la voiture, à côté de la femme qui venait d'en ordonner la mort. Le suspect se mit en avant de Marie, et aussitôt que Francine se fut assise, la lourde voiture partit au grand trot. Le soleil avait dissipé les nuages gris de l'automne, et ses rayons animaient la mélancolie des champs par un certain air de fête et de jeunesse. Beaucoup d'amants prennent ces hasards du ciel pour des présages. Francine fut étrangement surprise du silence qui régna d'abord entre les voyageurs. Mademoiselle de Verneuil avait repris son air froid et se tenait les yeux baissés, la tête doucement inclinée et les mains cachées sous une espèce de mante dans laquelle elle s'enveloppa. Si elle leva les yeux, ce fut pour voir les paysages qui s'enfuyaient en tournoyant avec rapidité. Certaine d'être admirée, elle se refusait à l'admiration. Mais son apparente insouciance accusait plus de coquetterie que de candeur. La touchante pureté qui donne tant d'harmonie aux diverses expressions par lesquelles se révèlent les âmes faibles semblait ne pas pouvoir prêter son charme à une créature que ces vives impressions destinaient aux orages de l'amour. En proie au plaisir que donnent les commencements d'une intrigue, l'inconnu ne cherchait pas encore à s'expliquer la discordance qui existait entre la coquetterie et l'exaltation de cette singulière fille. Cette candeur jouée ne lui permettait-elle pas de contempler à son aise une figure que le calme embellissait alors autant qu'elle venait de l'être par l'agitation? Nous n'accusons guère la source de nos jouissances. Il est difficile à une jolie femme de se soustraire, en voiture, au regard de ses compagnons, dont les yeux s'attachent sur elle comme pour y chercher une distraction de plus à la monotonie du voyage. Aussi, très heureux de pouvoir satisfaire l'avidité de sa passion naissante, sans que l'inconnu évitât son regard ou s'offensât de sa persistance, le jeune officier se plut-il à étudier les lignes pures et brillantes qui dessinaient les contours de ce visage. Ce fut pour lui comme un tableau. Tantôt le jour faisait ressortir la transparence rose des narines et le double arc qui unissait le nez à la lèvre supérieure. Tantôt un pâle rayon de soleil mettait en lumière les nuances du teint, nacré sous les yeux et autour de la bouche, rosé sur les joues, mat vers les tempes et sur le cou. Il admira les oppositions de clair et d'ombre produites par des cheveux dont les rouleaux noirs environnaient la figure, en y imprimant une grâce éphémère. Car tout est si fugitif chez la femme, sa beauté d'aujourd'hui n'est souvent pas celle d'hier. Heureusement pour elle peut-être. Encore dans l'âge où l'homme peut jouir de ces riens qui sont tout l'amour, le soi-disant marin attendait avec bonheur le mouvement répété des paupières et les jeux séduisants que la respiration donnait au corsage. Parfois, au gré de ses pensées, il épiait un accord entre l'expression des yeux et l'imperceptible inflexion des lèvres. Chaque geste lui livrait une âme, chaque mouvement une face nouvelle de cette jeune fille. Si quelques idées venaient agiter ses traits mobiles, si quelque soudaine rougeur s'y infusait, si le sourire y répandait la vie, il savourait 1000 délices en cherchant à deviner les secrets de cette femme mystérieuse. Tout était piège pour l'âme, piège pour les sens. Enfin,
Le silence, loin d'élever des obstacles à l'entente des cœurs, devenait un lien commun pour les pensées. Plusieurs regards où ses yeux rencontrèrent ceux de l'étranger apprirent à Marie de Verneuil que ce silence allait la compromettre. Elle fit alors à madame Dugois quelques-unes de ces demandes insignifiantes qui préludent aux conversations, mais elle ne put s'empêcher d'y mêler le fils. « Madame, comment avez-vous pu, disait-elle, vous décider à mettre monsieur votre fils dans la marine? N'est-ce pas vous condamner à de perpétuelles inquiétudes? » Mademoiselle, le destin des femmes, des mères, veux-je dire, est de toujours trembler pour leurs plus chers trésors. Monsieur vous ressemble beaucoup. Vous trouvez, mademoiselle? Cette innocence légitimation de l'âge que madame Dugois s'était donné fit sourire le jeune homme et inspira à sa prétendue mère un nouveau dépit. La haine de cette femme grandissait à chaque regard passionné que jetait son fils sur Marie. Le silence, le discours, tout allumait en elle une effroyable rage déguisée sous les manières les plus affectueuses. « Mademoiselle, dit alors l'inconnu, vous êtes dans l'erreur. Les marins ne sont pas plus exposés que ne le sont les autres militaires. Les femmes ne devraient pas haïr la marine. N'avons-nous pas sur les troupes de terre l'immense avantage de rester fidèles à nos maîtresses? »« Oh, de force, répondit en riant mademoiselle de Verneuil. « C'est toujours de la fidélité, répliqua madame Dugois d'un ton presque sombre. La conversation s'anima, se porta sur des sujets qui n'étaient intéressants que pour les trois voyageurs, car, en ces sortes de circonstances, les gens d'esprit donnent aux banalités des significations neuves. Mais l'entretien, frivole en apparence, par lequel ces inconnus se plurent à s'interroger mutuellement, cacha les désirs, les passions et les espérances qui les agitaient. La finesse et la malice de Marie, qui fut constamment sur ses gardes, apprirent à madame Dugois que la calomnie et la trahison pourraient seules la faire triompher d'une rivale aussi redoutable par son esprit que par sa beauté. Les voyageurs atteignirent l'escorte, et la voiture alla moins rapidement. Le jeune marin aperçut une longue côte à monter et proposa une promenade à mademoiselle de Verneuil. Le bon goût, l'affectueuse politesse du jeune homme semblèrent décider la Parisienne, et son consentement le flatta. « Madame est-elle de notre avis ?» demanda-t-elle à madame Dugois. « Veut-elle aussi se promener ?»« Coquette !» dit la dame en descendant de voiture. Marie et l'inconnu marchèrent ensemble mais séparés. Le marin, déjà saisi par de violents désirs, fut jaloux de faire tomber la réserve qu'on lui opposait, et de laquelle il n'était pas la dupe. Il crut pouvoir y réussir en badinant avec l'inconnu à la faveur de cette amabilité française, de cet esprit parfois léger, parfois sérieux, toujours chevaleresque, souvent moqueur qui distinguait les hommes remarquables de l'aristocratie exilée. Mais la rieuse Parisienne plaisanta si malicieusement le jeune républicain, sut lui reprocher ses intentions de frivolité si dédaigneusement en s'attachant de préférence aux idées fortes et à l'exaltation qui perçait malgré lui dans ses discours, qu'il devina facilement le secret de plaire. La conversation changea donc. L'étranger réalisa dès lors les espérances que donnait sa figure expressive. De moment en moment, il éprouvait de nouvelles difficultés en voulant apprécier la sirène de laquelle il s'éprenait de plus en plus, et fut forcé de surprendre ses jugements sur une fille qui se faisait un jeu de les infirmer tous. Après avoir été séduit par la contemplation de la beauté, il fut donc entraîné vers cette âme inconnue par une curiosité que Marie se plut à exciter. Cet entretien prit insensiblement un caractère d'intimité très étranger au ton d'indifférence que mademoiselle de Verneuil s'efforça d'y imprimer sans pouvoir y parvenir. Quoique madame Dugois eût suivi les deux amoureux,
Ils avaient insensiblement marché plus vite qu'elle, et ils s'en trouvèrent bientôt séparés par une centaine de pas environ. Ces deux charmants êtres foulaient le sable fin de la route, emportés par le charme enfantin d'unir le léger retentissement de leurs pas, heureux de se voir enveloppés par un même rayon de lumière qui paraissait appartenir au soleil du printemps, et de respirer ensemble ces parfums d'automne chargés de tant de dépouilles végétales, qu'il semble une nourriture apportée par les airs à la mélancolie de l'amour naissant. Quoiqu'ils ne parussent voir l'un et l'autre qu'une aventure ordinaire dans leur union momentanée, le ciel, le site et la saison communiquèrent à leurs sentiments une teinte de gravité qui leur donna l'apparence de la passion. Ils commencèrent à faire l'éloge de la journée, de sa beauté, puis ils parlèrent de leur étrange rencontre, de la rupture prochaine d'une liaison si douce, et de la facilité qu'on met, en voyage, à s'épancher avec les personnes aussitôt perdues qu'entrevues. À cette dernière observation, le jeune homme profita de la permission tacite qui semblait l'autoriser à faire quelques douces confidences, et essaya de risquer des aveux en homme accoutumé à de semblables situations. « Remarquez-vous, mademoiselle, lui dit-il, combien les sentiments suivent peu la route commune, dans le temps de terreur où nous vivons. Autour de nous, tout n'est-il pas frappé d'une inexplicable soudaineté. Aujourd'hui, nous aimons, nous haïssons sur la foi d'un regard. L'on s'unit pour la vie, ou l'on se quitte avec la célérité dont on marche à la mort. On se dépêche en toutes choses, comme la nation dans ses tumultes. Au milieu des dangers, les étreintes doivent être plus vives que dans le train ordinaire de la vie. À Paris, dernièrement, chacun a su, comme sur un champ de bataille, tout ce que pouvait dire une poignée de main. On sentait la nécessité de vivre vite et beaucoup, répondit-elle, parce qu'on avait alors peu de temps à vivre. Et après avoir lancé à son jeune compagnon un regard qui semblait lui montrer le terme de leur court voyage, elle ajouta malicieusement : « Vous êtes bien instruit des choses de la vie pour un jeune homme qui sort de l'école. »« Que pensez-vous de moi ?» demanda-t-il après un moment de silence. « Dites-moi votre opinion sans ménagement. »« Vous voulez sans doute acquérir ainsi le droit de me parler de moi ?» répliqua-t-elle en riant. « Vous ne répondez pas ?» reprit-il après une légère pause. « Prenez garde, le silence est souvent une réponse. » Ne devinais-je pas tout ce que vous voudriez pouvoir me dire ? Eh, mon Dieu, vous avez déjà trop parlé. Oh, si nous nous entendons, reprit-il en riant, j'obtiens plus que je n'osais espérer. Elle se mit à sourire si gracieusement qu'elle parut accepter la lutte courtoise de laquelle tout homme se plaît à menacer une femme. Ils se persuadèrent alors, autant sérieusement que par plaisanterie, qu'il leur était impossible d'être jamais l'un pour l'autre autre chose que ce qu'ils étaient en ce moment. Le jeune homme pouvait se livrer à une passion qui n'avait point d'avenir, et Marie pouvait en rire. Puis, quand ils eurent élevé ainsi entre eux une barrière imaginaire, ils parurent l'un et l'autre fort empressés de mettre à profit la dangereuse liberté qu'ils venaient de stipuler. Marie heurta tout à coup une pierre et fit un faux pas. « Prenez mon bras, » dit l'inconnu. « Il le faut bien, étourdi. Vous seriez trop fière si je refusais. N'aurais-je pas l'air de vous craindre ? » ?»« Ah, mademoiselle, » répondit-il en lui pressant le bras pour lui faire sentir les battements de son cœur. « Vous allez me rendre fière de cette faveur. »« Eh bien, ma facilité vous ôtera vos illusions. » « Voulez-vous déjà me défendre contre le danger des émotions que vous causez ? » ?»« Cessez, je vous prie, dit-elle, de m'entortiller dans ces petites idées de boudoir, dans ces logogriffes de ruelles. Je n'aime pas à rencontrer chez un homme de votre caractère l'esprit que les sots peuvent avoir. Voyez, nous sommes sous un beau ciel, en pleine campagne. Devant nous, au-dessus de nous, tout est grand. Vous voulez me dire que je suis belle, n'est-ce pas ?
Mais vos yeux me le prouvent, et d'ailleurs, je le sais. Mais je ne suis pas une femme que des compliments puissent flatter. Voudriez-vous, par hasard, me parler de vos sentiments, dit-elle avec une emphase sardonique. Me supposeriez-vous donc la simplicité de croire à des sympathies soudaines assez fortes pour dominer une vie entière par le souvenir d'une matinée? Non pas d'une matinée, répondit-il, mais d'une belle femme qui s'est montrée généreuse. Vous oubliez, reprit-elle en riant, de bien plus grands attraits. Une femme inconnue, et chez laquelle tout doit sembler bizarre, le nom, la qualité, la situation, la liberté d'esprit et de manière. Vous ne m'êtes point inconnu, s'écria-t-il. J'ai su vous deviner, et ne voudrais rien ajouter à vos perfections, si ce n'est un peu plus de foi dans l'amour que vous inspirez tout d'abord. Ah, mon pauvre enfant de 17 ans, vous parlez déjà d'amour, dit-elle en soupirant. Eh bien, soit, reprit-elle, c'est là un secret de conversation entre deux personnes, comme la pluie et le beau temps, quand nous faisions une visite. Prenons-le. Vous ne trouverez en moi ni fausse modestie, ni petitesse. Je puis écouter ce mot sans rougir. Il m'a été tant de fois prononcé sans l'accent du cœur qu'il est devenu presque insignifiant pour moi. Il m'a été répété au théâtre, dans les livres, dans le monde, partout. Mais je n'ai jamais rien rencontré qui ressemblât à ce magnifique sentiment. L'avez-vous cherché? Oui. Ce mot fut prononcé avec tant de laisser-aller que le jeune homme fit un geste de surprise et regarda fixement Marie, comme s'il eût tout à coup changé d'opinion sur son caractère et sa véritable situation. Mademoiselle, dit-il avec une émotion mal déguisée, êtes-vous fille ou femme, ange ou démon? Je suis l'un et l'autre, reprit-elle en riant. N'y a-t-il pas toujours quelque chose de diabolique et d'angélique chez une jeune fille qui n'a point aimé, qui n'aime pas et qui n'aimera peut-être jamais? Et vous trouvez-vous heureuse ainsi? Dit-il en prenant un ton et des manières libres, comme s'il eût déjà conçu moins d'estime pour sa libératrice. Oh, heureuse, reprit-elle, non. Si je viens à penser que je suis seule, dominée par des conventions sociales qui me rendent nécessairement artificieuse, j'envie les privilèges de l'homme. Mais si je songe à tous les moyens que la nature nous a donnés pour vous envelopper, vous autres, pour vous enlacer dans les filets invisibles d'une puissance à laquelle aucun de vous ne peut résister, alors mon rôle ici-bas me sourit. Puis, tout à coup, il me semble petit, et je sens que je mépriserais un homme s'il était la dupe de séductions vulgaires. Enfin, tantôt j'aperçois notre joug, et il me plaît, puis il me semble horrible, et je m'y refuse. Tantôt je sens en moi ce désir de dévouement qui rend la femme si noblement belle, puis j'éprouve un désir de domination qui me dévore. Peut-être est-ce le combat naturel du bon et du mauvais principe qui fait vivre toute créature ici-bas. Ange ou démon, vous l'avez dit. Ah, ce n'est pas d'aujourd'hui que je reconnais ma double nature. Mais nous autres femmes, nous comprenons encore mieux que vous notre insuffisance. N'avons-nous pas un instinct qui nous fait pressentir en toute chose une perfection à laquelle il est sans doute impossible d'atteindre? Mais, ajouta-t-elle en regardant le ciel et jetant un soupir, ce qui nous grandit à vos yeux, c'est, dit-il. Eh bien, répondit-elle, c'est que nous luttons toutes, plus ou moins, contre une destinée incomplète. Mademoiselle, pourquoi donc nous quittons-nous ce soir? Ah, dit-elle en souriant au regard passionné que lui lança le jeune homme, remontons en voiture. Le grand air ne nous vaut rien. Marie se retourna brusquement, l'inconnu la suivit et lui serra le bras par un mouvement peu respectueux, mais qui exprima tout à la fois d'impérieux désirs et de l'admiration.
Elle marcha plus vite. Le marin devina qu'elle voulait fuir une déclaration peut-être importune. Il n'en devint que plus ardent, risqua tout pour arracher une première faveur à cette femme, et il lui dit en la regardant avec finesse. « Voulez-vous que je vous apprenne un secret ?»« Oh, dites promptement, s'il vous concerne. » « Je ne suis point au service de la République. Où allez-vous ? » ?»« J'irai. » À cette phrase, Marie trembla violemment. Elle retira son bras et se couvrit le visage de ses deux mains pour dérober la rougeur ou la pâleur peut-être qui en altéra les traits. Mais elle dégagea tout à coup sa figure et dit d'une voix attendrie. « Vous avez donc débuté comme vous auriez fini. Vous m'avez trompé ? » ?»« Oui, dit-il. » À cette réponse, elle tourna le dos à la grosse malle vers laquelle il se dirigeait et se mit à courir presque. « Mais, reprit l'inconnu, l'air ne nous valait rien. »« Oh, il a changé, dit-elle, avec un son de voix grave, en continuant à marcher en proie à des pensées orageuses. « Vous vous taisez ? » demanda l'étranger, dont le cœur se remplit de cette douce appréhension que donne l'attente du plaisir. « Oh !» dit-elle d'un accent bref, « la tragédie a bien promptement commencé. »« De quelle tragédie parlez-vous ? » demanda-t-il. Elle s'arrêta, toisa les lèvres d'abord d'un air empreint d'une double expression de crainte et de curiosité. Puis elle cacha sous un calme impénétrable les sentiments qui l'agitaient, et montra que, pour une jeune fille, elle avait une grande habitude de la vie. « Qui êtes-vous ? » reprit-elle. « Mais je le sais. En vous voyant, je m'en étais douté. Vous êtes le chef royaliste nommé Legat. L'ex-évêque d'Autun a bien raison en nous disant de toujours croire aux pressentiments qui annoncent des malheurs. » « Quel intérêt avez-vous donc à connaître ce garçon-là ? » ?»« Quel intérêt aurait-il donc à se cacher de moi, si je lui ai déjà sauvé la vie ?» Elle se mit à rire. « Mais forcément. »« J'ai sagement fait de vous empêcher de me dire que vous m'aimez. Sachez-le bien, monsieur, je vous abhorre. Je suis républicaine, vous êtes royaliste, et je vous livrerais, si vous n'aviez ma parole, si je ne vous avais déjà sauvé une fois, et si... » Elle s'arrêta. Ces violents retours sur elle-même, ces combats qu'elle ne se donnait plus la peine de déguiser, inquiétèrent l'inconnu, qui tâcha, mais vainement, de l'observer. « Quittons-nous à l'instant, je le veux. Adieu, dit-elle. Elle se retourna vivement, fit quelques pas et revint. « Mais non, j'ai un immense intérêt à apprendre qui vous êtes, reprit-elle. Ne me cachez rien, et dites-moi la vérité. Qui êtes-vous ? Car vous n'êtes pas plus un élève de l'école que vous n'avez 17 ans. » « Je suis un marin, tout prêt à quitter l'océan pour vous suivre partout où votre imagination voudra me guider. Si j'ai le bonheur de vous offrir quelques mystères, je me garderai bien de détruire votre curiosité. Pourquoi mêler les graves intérêts de la vie réelle à la vie du cœur, où nous commencions à si bien nous comprendre ? » « Nos âmes auraient pu s'entendre, dit-elle d'un ton grave. Mais, monsieur, je n'ai pas le droit d'exiger votre confiance. Vous ne connaîtrez jamais l'étendue de vos obligations envers moi. Je me tairai. » Ils avancèrent de quelques pas dans le plus profond silence. « Combien ma vie vous intéresse ?» reprit l'inconnu. « Monsieur, dit-elle, de grâce. Votre nom ? Ou taisez-vous ? Vous êtes un enfant, ajouta-t-elle en haussant les épaules, et vous me faites pitié. » L'obstination que la voyageuse mettait à connaître son secret fit hésiter le prétendu marin entre la prudence et ses désirs. Le dépit d'une femme souhaitée a de bien puissants attraits. Sa soumission comme sa colère est si impérieuse. Elle attaque tant de fibres dans le cœur de l'homme. Elle le pénètre et le subjugue. Était-ce chez mademoiselle de Verneuil une coquetterie de plus ? Malgré sa passion, l'étranger eut la force de se défier d'une femme qui voulait,
lui violemment arracher un secret de vie ou de mort.